Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'animer ce panel sur l'espace et l'innovation aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier Joseph Aschbarer de nous avoir fait cette présentation brillante des succès de l'Europe spatiale. Je pense qu'effectivement, c'est très important de se rappeler tout ce qu'on peut faire ensemble et ce qui a été présenté est vraiment remarquable en termes de résultats. On a décidé d'orienter notre table ronde sur ce qui complémente finalement ces grands projets qui sont menés au niveau européen. Donc on va parler aussi des projets de l'Union européenne. On va parler aussi du New Space, puisque vous savez qu'effectivement ce qui caractérise le domaine spatial de par le monde, c'est ce phénomène du New Space que Bruno Stoufflet a parlé de bourdonnement. C'est effectivement l'impression qu'on peut avoir. Donc ce phénomène de New Space, en fait, c'est une véritable révolution pour le spatial et c'est une transformation en fait qui vient de différentes origines. La première origine, c'est une révolution technologique avec l'arrivée du digital dans le spatial, avec la miniaturisation. Et on peut faire aujourd'hui des satellites de quelques dizaines de kilos, alors qu'auparavant, il fallait des satellites de plusieurs tonnes. C'est l'intelligence artificielle, c'est le big data. Ce sont les lanceurs réutilisables aussi qui permettent de décroître de manière importante le coût d'accès à l'espace. Donc l'espace se démocratise. Donc ça, c'est la révolution technologique. On a aussi une révolution des usages. Ça a été mentionné par le directeur général de l'ESA. Les données spatiales sont aujourd'hui utilisées dans tous les domaines de notre vie quotidienne, dans tous les secteurs économiques, la santé, la mobilité, la sécurité, le secteur maritime, l'aérien, etc., etc. Donc on a vraiment un développement de l'usage du spatial. Et donc ça, c'est un usage plutôt commercial. Et dans le même temps, on a aussi un usage du spatial pour la défense, pour la souveraineté. Et ça a été dit aussi par le général Mercier, je crois, tout à l'heure. Pour assurer la supériorité sur le théâtre d'opération, il faut assurer la supériorité au niveau du spatial. Il a mentionné aussi le cyber, mais ça veut dire que le spatial vraiment est intégré complètement aujourd'hui sur un théâtre d'opération. Ça veut dire aussi que quand on veut dénier à l'adversaire la supériorité, il faut comment faire en sorte de neutraliser ces actifs spatiaux. Et donc ça veut dire aussi que la conflictualité se déplace dans l'espace et qu'il est important de protéger nos actifs spatiaux, voire même d'avoir une certaine capacité d'action dans l'espace. C'est aussi un domaine d'innovation qu'on ramène à la défense. Et puis l'autre révolution, c'est l'apparition de nombreux acteurs qui arrivent dans le domaine spatial, donc des startups, mais pas que. Il y a aussi de grandes entreprises qui s'intéressent au spatial. Je voudrais citer par exemple Michelin qui s'y intéresse, des grandes entreprises, et donc qui décident d'investir dans le spatial. Et ça, c'est aussi très, très nouveau. Alors, pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir nos panélistes. Alors, on a perdu Walter Palzer, qui a dû partir plus tôt, donc on va pouvoir parler français. Voilà. Et donc, d'abord, Catherine Cavada. Donc, Catherine Cavada est directrice du développement spatial et de l'innovation à la Commission européenne, à la DG DEFIS. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Merci beaucoup, Catherine, d'être présente parmi nous. Ensuite, on a Johan Leroy. Johan Leroy est CEO de Maya Space, qui développe un lanceur réutilisable. Donc il va nous parler de ce développement. Emmanuelle Méric est CEO, directrice France peut-être de Loft Orbital, une société aussi du New Space qui s'est d'abord créée aux États-Unis et ensuite qui a décidé de venir à Toulouse. Merci Emmanuelle. Et Magali Vessière, après une carrière à l'ESA, effectivement, comme ça a été mentionné, est aujourd'hui présidente de l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry. Voilà, donc vous voyez qu'on n'a pas réussi à assurer la parité, puisque nous avons 3 femmes et un homme, mais on le visait, puisqu'on a 2 absents aujourd'hui, donc Walter Pelzer qui était au panel défense, et puis Daniel Metzer d'ESA Aerospace qui n'a pas pu venir. Voilà, là aussi, je pense que l'espace est assez exemplaire et on avance sur son temps avec cette parité de cette table ronde. Alors pour commencer les discussions, moi, je souhaiterais que chacun d'entre vous s'exprime sur d'abord les grands enjeux dans votre domaine. Et finalement, pour vous, qu'est-ce que l'innovation ? Quelle est votre politique d'innovation ?
pour répondre à la question qui nous est posée, qui à mon avis, la question vient quand même un peu de l'aéronautique. On a l'impression quand même que c'est l'aéronautique qui a posé la question comment décarboner l'aéronautique, et donc avec l'innovation, d'autres moyens. Les défis dans le domaine spatial, comme ça a été dit, sont multiples, donc chacun va y répondre à sa façon. Donc Catherine, pour commencer. Je commence et ensuite je vais appeler Walter Peltzer. Il faut oser dans l'espace. Et la première chose que je dois faire cet après-midi, c'est de m'exprimer en français. Normalement, je fais toutes mes interventions en anglais, mais je vous demande pardon. Je suis une Européenne avec un passeport grec. Alors, désolé pour l'accent et pour toutes les fautes que vous allez vraiment témoigner avec moi les prochaines 20 minutes à peu près. Rentrons à l'innovation. Alors, pour nous, surtout à l'Union européenne, l'innovation est synonyme de l'ambition spatiale. Ça constitue toujours une condition sine qua non si l'Europe doit maintenir son rôle en tant que puissance spatiale. Il y a bien sûr des écoles très pessimistes qui considèrent que l'Europe était une énorme puissance spatiale, mais malheureusement, les dernières années, elle court derrière la Chine, l'Inde ou d'autres puissances. Il y a une autre école fortement optimiste qui considère que l'Europe était et restera la plus grande puissance, mais pour moi, je préférerais de continuer avec le Third Way, qui est l'approche et l'école du réalisme. Et ce réalisme, aujourd'hui, nous démontre que nous pouvons être fiers pour tout ce que l'innovation nous a permis de constater en regardant l'acquis opérationnel que nous disposons. Un acquis opérationnel qui a été présenté tout à l'heure avec Joseph, le Galileo, le Copernicus et on espère le Iris au carré bientôt. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, avec une énorme fierté, nous pouvons voir et dire urbi et orbi qu'avec Galileo, we master the navigation, vraiment on maîtrise tous les aspects de navigation et surtout sur des aspects tellement critiques qui sont liés au PRS, le Public Regulated Service. Et c'est pour rien qu'aujourd'hui, on pourrait dire que Copernicus, c'est l'unique système au monde avec une telle performance. Et bien sûr, on a partout des services que nos citoyens les utilisent même s'ils ne savent pas. Aujourd'hui, pour venir ici, je pris un taxi. Le taxi driver, il s'est trompé, ça arrive, même en France. Et tout à coup, il m'a dit, c'est la faute du GPS. Bon. Je le dis, vous avez tout à fait raison, mais il faut continuer à utiliser pas seulement le GPS, mais en termes d'interopérabilité, le GPS avec Galileo. Ensuite, c'est pour nous, au moins à Bruxelles, l'innovation, c'est cardinal pour réduire les dépendances. Je crois que j'utilise correctement le mot que Walter il est censé d'utiliser, comme il nous a dit, et surtout renforcer la souveraineté technologique. Bien sûr, on constitue et on témoigne toujours un gap technologique et parfois un gap industriel. En travaillant ces 2 dernières années sur Iris Carré, c'est avec un grand regret que je vois à quel point l'Europe aujourd'hui, dans le domaine de l'innovation, niveau télécom aussi, elle n'a pas fait le pas il y a 5 ans et on essaye maintenant, dans quelques mois, de rattraper. C'est vraiment à la fois un marathon et un sprint et il faut le faire, il faut y être. Troisième aspect, dans le volet de l'innovation, il faut toujours voir l'innovation pas en regardant seulement le passé, mais surtout en projetant l'avenir. Et nous sommes sûrs que c'est le moment de mettre tous nos efforts, de capitaliser sur notre passé et d'accélérer, d'innover dans notre avenir. Joseph aussi, il a présenté dans ses keynote speech
tout le volet, l'innovation dans le domaine logistique spatial, le in-orbit servicing. Si l'Europe arrive à développer des technologies dans ce domaine, ça pourrait vraiment nous rendre pas une puissance spatiale, mais une puissance spatiale reconnue, acceptée, respectée. Pareil sur le dossier que j'aime particulièrement et qui consiste au nouveau senseur quantique pour l'observation de la Terre. C'est un défi pour l'Europe, c'est un défi pour l'Union. Mais permettez-moi de clarifier que dans la lecture politique de l'innovation, celle-là ne commence et ne termine pas que sur le volet technologique. On voit le besoin d'innover à la fois sur le processus, sur la méthode qu'on travaille, innover sur le financement et surtout innover dans le contexte de la gouvernance. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le secteur public qui doit faire, pas des pas, mais des élans, mais aussi l'industrie. On est deux dans ce tango et il faut que tous les deux, au niveau européen, s'harmonisent. Du côté privé, et je crois, vous l'avez mentionné Jean-Marc, on voit des profondes transformations du paysage spatial. Vous parlez du New Space et tout le monde considère que le New Space en Europe, ce sont de nouvelles compagnies, les startups, qui arrivent et avec un développement rapide, de nouvelles solutions, de low cost, amènent l'innovation. Permettez-moi de vous dire ouvertement que le New Space, en tant que culture, s'adresse également aux well-established companies, à tous ceux qui ont fondé l'espace en Europe. Il est temps alors pour l'ensemble de ces compagnies, les nouveaux et celles qui existent depuis des décennies, de sortir de leur comfort zone et de faire le pas, d'oser, d'aller vers l'innovation. En ce qui concerne le domaine spatial côté public que je représente, je considère également qu'il est temps de repenser la manière dont nous approchons l'innovation est autour de 3 piliers. Premièrement, il faut que le secteur public prenne le volet du risque sur nous. Il ne faut pas laisser les compagnies d'aller vers la faillite, tout simplement parce que l'idée est énorme, parce que le cycle de développement est énorme et parce que la commercialisation n'arrive pas. On voit avec quelle joie, mais vraiment quelle joie, aux États-Unis, ils félicitent chaque échec qu'ils ont vers l'innovation. Ils considèrent que même ce type d'échec, c'est vraiment une source d'apprentissage et ils l'utilisent pour le pas suivant. Et ça, c'est normal seulement en Europe si le secteur public est derrière et il peut prendre cette marge d'erreur. Ensuite, pour le secteur public, on voit et il faut introduire de nouvelles sources de financement et de l'innovation. Et il faut faire recours au capital risque. Joseph l'a indiqué, je le répète, ce n'est pas que le fonds public qu'ils doivent intervenir en termes de subventions ou de petits contrats. Le plus important, c'est de multiplier les fonds publics à travers des initiatives qu'ils peuvent le faire. Et dans ce contexte, l'initiative Cassini de l'Union européenne vise à lever 1,5 milliard d'euros d'ici jusqu'à 2027. On a commencé timidement et avec un écosystème spatial qui avait peur, qui ne croyait pas trop. Aujourd'hui, je pourrais librement vous dire que Cassini constitue un grand succès. Le troisième, et je termine avec ça, volet, c'est
de voir du A à Z l'innovation et de soutenir les efforts de commercialisation de notre industrie. Pour nous, c'est inimaginable d'arrêter le cycle de l'innovation au TRL 7. Il faut continuer et il faut que ce produit puisse se commercialiser. Et par ailleurs, si on laisse les compagnies au TRL 7, qu'est-ce qu'il peut y arriver? Soit ils arrêtent, et là on aura un beau expériment pour un labo et rien d'autre, et quelques pages de délivrables au sein de la commission ou au sein de l'ESE, ou bien il y aura des investissements étrangers qu'ils vont les prendre et qu'ils vont capitaliser sur un investissement européen. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 exemples aujourd'hui. En premier lieu, Iris au carré. On ne l'a pas fait comme Galiléo, on ne l'a pas fait comme Copernicus, au moins on essaye de le faire dans un contexte de PPP pour permettre au privé de s'associer et générer son ambition commerciale. Le partenariat spatial, c'est notre deuxième initiative. On a commencé modestement, mais l'objectif de ce partenariat, c'est simple, définir avec l'industrie les activités sur lesquelles le public et le privé doivent investir en vue de business case, en vue d'une vraie commercialisation. Et le dernier, c'est Cassini, je ne peux pas en dire plus. Tout ça, c'est jusqu'à aujourd'hui ou au plus tard 2027. Et la prochaine étape, c'est post-27 dans la préparation du MFF. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer avec tout le monde d'y réfléchir à partir d'aujourd'hui. Avoir une vision très claire. Et en 2015, on va venir avec une stratégie par rapport à l'innovation. Il faut avoir des moyens parce qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'accélérer le volet innovation si le budget qu'il nous faut ne suit pas. Et aujourd'hui, en tant que Commission européenne, malheureusement, on est très loin de notre target. Et en troisième lieu, ce sont les skills. Je crois, il a été mentionné l'autre jour sur l'autre panel, on ne peut pas avoir une vision qui ne peut pas être implémentée par des gens qui peuvent et qui veulent. Du coup, d'une façon holistique, exclusive, inclusive et complémentaire, je crois que le défi de cet avenir sera une belle réussite. Merci. Merci beaucoup Catherine. Votre français est excellent. Ça aurait été vraiment dommage de parler anglais. On va passer maintenant aux lanceurs. Alors, la situation des lanceurs a été présentée par Joseph Aschbarer dans son intervention. On est vraiment dans une situation de crise aujourd'hui sur les lanceurs. On n'a plus de lanceurs pour lancer nos satellites, notamment les satellites Galileo. Les raisons sont triples. Le retard d'Ariane 6, la guerre en Ukraine qui nous a empêchés d'exploiter Soyouz depuis le CSG, alors que Soyouz était le backup en cas de retard d'Ariane 6, et puis les problèmes techniques de Vega. Situation critique, des décisions extrêmement positives prises à l'occasion du sommet de Séville, à la fois pour soutenir Ariane 6, et je comptais sur Walter Pelzer pour nous parler d'Ariane 6 dans le panel, mais voilà, l'objectif c'est de pouvoir afficher une date sur le lancement d'Ariane 6 après l'essai d'aujourd'hui, et les informations que je reçois montrent que l'essai se passe bien, et je peux vous dire que les réservoirs du lanceur sont en cours de remplissage. Voilà, donc on croise les doigts pour que l'essai d'aujourd'hui permette d'aller rapidement vers le premier lancement. Et puis la décision d'ouvrir à la compétition sur les lanceurs futurs. Et alors je ne sais pas si Maya fait partie des gens qui se sont exprimés comme étant potentiellement candidats pour ce challenge. En tout cas, Maya développe un lanceur réutilisable. Donc, Johan, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je peux recandidater
maintenant si c'est nécessaire. Merci pour l'invitation, bonjour à tous. Donc je voudrais donner partager avec vous quelques commentaires sur ce que l'innovation est et n'est pas, de mon point de vue, avant de donner deux raisons pour lesquelles il me paraît absolument essentiel pour un acteur comme MayaSpace d'innover, et de terminer par un challenge spécifique à l'industrie européenne du transport spatial lorsqu'il s'agit d'innover. Mais avant de rentrer dans les détails, peut-être que ça vaut le coup de donner quelques informations sur qui nous sommes. Donc MayaSpace est une société qui a été créée il y a 18 mois comme un spin-off d'Ariane Group, qui est un opérateur de mobilité spatiale et dont la première mission est de développer ce que Joseph Aschbarer a présenté comme une untapped opportunity, c'est-à-dire le premier lanceur européen réutilisable et éco-responsable. Donc nous sommes aujourd'hui une filiale à 100% d'Ariane Group qui opère de manière autonome et dont l'une des innovations consiste à essayer de combiner le meilleur de deux mondes, comme vous l'évoquiez, Madame Cavada, c'est-à-dire de prendre l'expertise des acteurs existants qui ont la volonté d'innover et de marier cela avec des innovations en matière d'organisation, notamment dans la logique de développement, pour réduire les cycles en particulier et abaisser les coûts. Donc si j'en viens aux trois commentaires rapidement spécifiques de ce que c'est, ce que n'est pas l'innovation, comme tu l'as dit Jean-Marc, d'abord il faut être tous convaincus que l'innovation n'est pas forcément technologique. J'aurais plein d'exemples à partager dans notre secteur d'innovations qui ne sont pas technologiques mais qui sont de réelles innovations en termes d'usage ou en termes d'organisation. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est qu'une innovation, même lorsqu'elle est technologique, n'a de sens, de mon point de vue, que si elle n'est pas faite pour la technologie, mais pour répondre à un besoin de client. Et le troisième commentaire, c'est que lorsqu'on dit que l'innovation doit répondre aux besoins d'un client, il faut comprendre client dans un sens large, au sens de partie prenante. Un des sujets sur lesquels nous avons chez MayaSpace l'ambition d'innover, c'est dans la réduction de l'empreinte environnementale des services de lancement que nous allons proposer. Ce n'est pas forcément d'intérêt direct pour le client du service de lancement proprement dit, quoique. En tout cas, c'est d'intérêt direct pour les parties prenantes, et en particulier la société civile et tous les citoyens que nous sommes. Donc ça, c'était les trois commentaires que je voulais faire sur ce qu'est et ce que n'est pas l'innovation, de mon point de vue. Si je passe maintenant aux raisons qui font qu'il est absolument essentiel pour un opérateur qui développe un service de lancement d'innover. La première, c'est qu'il faut être conscient que les échelles de temps sont très différentes entre celles de l'opérateur qui développe un service de lancement et le marché qui est adressé. Tu as rappelé, Jean-Marc, M. Aschbarer aussi, le fait que le marché spatial devrait doubler dans la prochaine décennie. En même temps qu'il double en termes de taille, il se transforme fondamentalement et les cycles s'accélèrent. Ce qui signifie que le risque d'obsolescence pour les gens qui s'adressent à ce marché augmente très fortement. Et ça, c'est un vrai challenge à relever pour des opérateurs de services de lancement qui doivent consentir des investissements très significatifs sur des durées longues et donc qui s'exposent au risque, lorsque le développement sera terminé, que le produit ou le service proposé soit obsolète parce qu'entre-temps, le marché adressé évolue à un rythme beaucoup plus rapide. Donc pour résoudre ce paradoxe apparent, il est essentiel d'innover et donc de trouver des moyens de réduire très fortement la durée des cycles de développement. Mettre 10 ans pour développer un lanceur, c'est prendre un risque très fort que ce lanceur ou que le service de lancement sous-jacent devienne très vite obsolète. Et par ailleurs, le service de développement que l'on développe doit être évolutif
scalable, pour employer un mot non français, désolé, évolutif, de manière à ce qu'il puisse s'adapter aux évolutions qu'on n'est pas forcément capable d'anticiper au moment où le développement démarre. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'autre choix, hein, même si on n'avait pas envie d'innover chez MySpace, ce qui n'est évidemment pas le cas, on n'a pas d'autre choix que d'innover si on veut être dans la durée un acteur pertinent. La deuxième raison pour laquelle il est essentiel d'innover, c'est que nous sommes dans une industrie où les économies d'échelle sont très significatives. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là que faire un lanceur 2 fois plus performant, ça coûte beaucoup moins que 2 fois plus cher. Nous avons pour ambition de développer un lanceur dont les performances en début de vie seront comprises entre 500 kg et 1500 kg, suivant que nous récupérons ou non le premier étage. Et cette performance, en ordre de grandeur, elle est certes supérieure à celle de la plupart des micro-lanceurs européens ou américains qui sont en développement. Et donc, d'un certain point de vue, c'est positif pour nous parce que toutes choses égales par ailleurs, nous bénéficions de meilleures économies d'échelle, comme notre lanceur est plus capacitif. Mais si on regarde de l'autre côté du spectre, notre lanceur aura, si je prends un autre exemple européen, une capacité d'emport à peu près 10 fois inférieure à celle d'Ariane 6. Alors on pourrait dire, mais c'est pas gênant, Ariane 6, c'est d'une certaine façon un peu la même famille. Ariane Group est l'actionnaire de MySpace, sauf que je prends l'exemple d'Ariane 6, je pourrais prendre l'exemple de Falcon 9 ou d'autres lanceurs lourds européens. On pourrait dire finalement c'est pas grave parce qu'un mini-lanceur n'adresse pas le même marché qu'un lanceur lourd. Maya sera capable de lancer des satellites d'1,5 tonne, Ariane 6 sera capable de lancer des satellites de plusieurs tonnes. Oui, mais Ariane 6 lancera également des satellites de moins d'1,5 tonne et potentiellement des satellites de quelques centaines de kilos. Donc si on veut être pertinent avec les services de lancement que nous proposons, il faut que nous soyons compétitifs en termes de prix au kilo par rapport à des lanceurs plus lourds, même si nous bénéficions d'économies d'échelle bien inférieures. Et pour résoudre cette difficulté, on n'a pas d'autre choix que d'innover sur le plan technologique, en implémentant par exemple la réutilisation, mais aussi innover en termes de méthodes de développement, encore une fois, pour réduire les cycles de développement. Ça va permettre de gagner du temps, mais ça va aussi permettre de réduire le coût total de ce développement. Et je terminerai par un challenge spécifique pour le secteur ou pour l'industrie du transport spatial européen. C'est un problème de culture en réalité. Innover, ça veut dire prendre des risques. Nous sommes dans une industrie qui pendant très longtemps a utilisé le leitmotiv de certains sélectionneurs d'équipe de France de football, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand on ne change pas une équipe qui gagne, c'est forcément beaucoup plus difficile d'innover. Si on veut innover, il faut accepter de prendre des risques et on a là un problème culturel à résoudre en Europe qui est qu'on est de manière générale plutôt averse aux risques et on l'est en particulier dans le domaine du transport spatial. Et à ce titre, ce que vous avez rappelé, Madame Cavada, votre volonté que le public, les pouvoirs publics puissent prendre leur part du risque et puissent inciter les acteurs privés à innover va tout à fait dans le bon sens. Merci Johan. Peut-être une question de ma part qui, je pense, intéresse beaucoup l'audience. La réutilisation des lanceurs a longtemps été décriée en Europe. Peut-être parce qu'elle avait été inventée en dehors de l'Europe. Pour MySpace, finalement, quels sont les principaux avantages d'un lanceur réutilisable ? Alors, je vais commencer par un inconvénient de la réutilisation, en essayant d'être le plus clair possible. La réutilisation, lorsqu'on l'implémente sur un lanceur lourd, c'est un no-brainer, si vous me passez l'expression, parce que certes, en implémentant la réutilisation, on perd en termes de capacité d'emport, mais les économies que l'on génère, parce qu'on n'a pas besoin au coup d'après de refabriquer un premier étage, sont supérieures à cette pénalité en termes de performance. Juste pour donner quelques chiffres, la réutilisation sur un lanceur comme Falcon 9, ça permet typiquement ça fait perdre typiquement 30% de performance au lanceur, mais ça permet de réduire le coût du service de lancement d'à peu près 50%.
Et donc en termes de coût au kilogramme, la version réutilisable du Falcon 9 est moins chère que la version dite expandable. Lorsqu'on implémente la réutilisation sur un lanceur plus petit, comme celui de MySpace, l'équation ne marche pas aussi bien parce qu'il y a des effets de bord. L'économie en ordre de grandeur est à peu près la même que pour le Falcon 9. En revanche, la pénalité en termes de performance est beaucoup plus significative. Je parlais des performances comprises entre 500 kg et 1500 kg, suivant qu'on récupère ou non le premier étage. L'impact en termes de performance dont on parle ici, ce n'est pas 30%, c'est 66%, c'est 2/3, et donc c'est plus que l'économie que ça permet de réaliser. Donc paradoxalement, implémenter la réutilisation sur un petit lanceur, ça a plutôt tendance à augmenter les prix ou à augmenter les coûts. C'est le raisonnement que je faisais peu de temps avant de rejoindre MySpace, et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que lorsqu'on fait ce genre de raisonnement, on fait l'hypothèse implicite que les deux lanceurs, mon lanceur que je récupère, qui a 500 kg de performance, et celui qui a 1,5 tonne de performance, ils sont pleins, tous les deux. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et lorsqu'un opérateur veut confier à un lanceur un satellite de 500 kg, pour tout un tas de raisons, dans un certain nombre de cas, il souhaitera être lancé tout seul sur un lanceur. Et donc le calcul que je fais n'est en réalité pas valable. Parce que si je lance mon satellite de 500 kg avec mon lanceur qui a une capacité d'emport de 1,5 tonne, évidemment ça me coûte plus cher. Et donc je dois faire un prix plus élevé que si je rends le service à ce client avec mon lanceur dont je récupère le premier étage. Et donc le bénéfice, même dans le cas d'un petit lanceur, la réutilisation a un bénéfice très significatif. C'est qu'elle permet en réalité, pour le coût de développement d'un seul lanceur, qui est potentiellement réutilisable, d'adresser un marché qui est plus large que celui que je pourrais adresser si mon lanceur n'était pas récupérable. Parce que j'ai deux points de fonctionnement optimisés, suivant que je récupère ou non le premier étage. Et ça change fondamentalement l'équation économique du lanceur, parce que le coût de développement est au premier ordre le même que si le lanceur n'était pas récupérable. En revanche, le marché qui est adressé, et donc la cadence de tir à laquelle je vais pouvoir opérer, et donc le rythme auquel mes coûts vont baisser, mais aussi tout simplement les revenus que je vais générer et qui vont me permettre d'amortir mon coût de développement initial sont beaucoup plus élevés. Et donc, la formule gagnante, même si c'est contre-intuitif au départ, pour faire un petit lanceur viable sur le plan économique, c'est qu'il soit réutilisable. Merci Johan. Je crois que l'innovation pourrait être aussi dans la façon où on gère la discussion de panel, et tu permettras même à nous-mêmes de poser des questions. J'ai remarqué avec une énorme joie que Johan, il est prêt à prendre son stylo et à répondre au challenge de l'agence spatiale sur les challenges. Je suis particulièrement ravie. Par contre, je m'aurais lui demandé d'acheter des stylos supplémentaires parce que à partir de demain, la 3e phase de IRIS sera lancée, et sur ce programme, on aimerait voir pas seulement l'Ariane 6, que tout le monde l'attend avec impatience, mais aussi les micro-lanceurs capables à nous aider de développer d'une façon dynamique, voire agressive, cette constellation. On tient sur votre capacité, on tient sur votre dynamisme, et j'espère, je préférerais que vous le dites devant des mois, que vous serez prêt dans le temps aussi. Je réponds maintenant. Oui, mais bien, c'était l'objectif. Comptez sur nous. Juste pour rajouter une phrase supplémentaire et passer la parole évidemment aux autres personnes. On est évidemment candidat et on pense qu'on a une valeur ajoutée à apporter pour permettre le déploiement de cette constellation qui est essentielle pour l'Europe. Nous pensons que la bonne option, c'est celle qui consiste à combiner des lanceurs lourds et des lanceurs plus légers. Nous ne pensons pas crédible que le déploiement de cette constellation soit fait exclusivement avec des lanceurs légers, notamment parce que s'ils sont trop petits,
les économies d'échelle dont je parlais vont augmenter très significativement le coût de déploiement, mais il y a aussi une question de rythme de déploiement. Il faut que la constellation soit déployée vite pour que son utilité soit maximisée, ou que la durée d'utilité soit maximale. Et les lanceurs qui sont capables de lancer rapidement beaucoup de satellites, ce sont les lanceurs lourds, et en particulier le lanceur Ariane 6, évidemment. Mais je pense que des lanceurs plus petits, et en particulier le lanceur MySpace, peuvent être de très bonnes solutions de complément pour accélérer encore le rythme de ce déploiement et le faire à des prix compétitifs, malgré, encore une fois, des économies d'échelle au départ un peu moins favorables. Et dans les temps, oui. Bravo. Bien, ben après les lanceurs, on va passer aux satellites. Alors, je vais laisser Emmanuel Méric présenter Loft, mais je crois que vraiment l'idée même de Loft est basée sur une grande innovation originale. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, quelques mots sur Loft, pour ceux qui ne connaîtraient pas la société. Donc, on est un petit peu plus vieux que MySpace. On va bientôt avoir 6 ans. On a été créé dans la Silicon Valley, à San Francisco, par 3 cofondateurs, 2 Français et un Américain. Donc depuis le départ, on a cet ADN franco-américain international qui est fortement ancré dans la société. Et on est donc installé entre San Francisco, au cœur de la Silicon Valley, à côté des géants de la tech, et à Toulouse, où aujourd'hui on a le plus gros de nos 3 bureaux, 80 personnes sur un peu plus des 200 que compte la société. À côté et avec en partenariat l'ensemble des acteurs de cette capitale européenne du spatial. On travaille beaucoup avec Airbus et puis avec les institutions, qu'elles soient de recherche ou spatiales. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce qui est vraiment au cœur de notre fonctionnement, c'est cette volonté depuis le départ de vouloir combiner le meilleur du monde de la tech et du monde du spatial. Et ça, c'est assez clé quand on pense à la manière dont on adresse énormément de sujets. Et donc, avant de rentrer dans qu'est-ce qu'on fait chez Loft et déjà en quoi la proposition de valeur de Loft est assez innovante, je voudrais juste vous donner un exemple d'innovation concrète qu'on applique et qui est vraiment clé de notre manière de scaler à l'échelle aujourd'hui dans cette croissance qu'est la nôtre. Et ça va assez bien résonner avec toutes les innovations dont on a parlé, notamment les innovations de procédure, de process. Donc chez Loft, on a plusieurs satellites qu'on a lancés. Alors nos satellites, c'est des satellites qui font entre 150 et 200 kg en orbite basse. Donc on a des satellites qu'on opère, mais on n'a pas d'équipe de satellite operation. À la place, on a une philosophie, une approche de satellite operation qu'on appelle SatDevOps. SatDevOps, c'est quoi? C'est inspiré de cette méthode de travail qui est le DevOps, qu'on va trouver dans toute l'industrie du software, qui consiste à intégrer les équipes de développement software, des équipes d'opération IT. Et nous, on applique exactement le même processus dans la manière dont on travaille, c'est-à-dire que ce sont nos ingénieurs systèmes, nos ingénieurs software, nos ingénieurs méca, qui vont venir travailler sur l'opération des satellites tout au long de la vie de l'opération des satellites. Donc depuis le commissionnement jusqu'à l'opération des satellites. Et donc on a toujours cette approche d'automatisation du début à la fin et on applique les mêmes pratiques qui sont très software-centriques dans notre manière d'opérer des satellites. Et ça c'est toujours assez étonnant quand les gens viennent de nos bureaux à Toulouse, centre-ville de Toulouse, là où on opère notre satellite. Donc on a 3 en orbite, on en lance un en début d'année prochaine, on en lance 22 dans les 24 prochains mois. Et on va les opérer depuis notre bureau à 2 pas du Capitole avec notre équipe qui restera somme toute réduite, donc entre la France et les États-Unis, avec cette approche qui est vraiment absolument innovante quand on parle d'opération de satellite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait chez Loft? Pas forcément... donc Loft, qu'est-ce qu'on est? On est une entreprise d'infrastructure spatiale. Et depuis le départ, notre proposition de valeur, c'est celle d'offrir une infrastructure spatiale comme un service de bout en bout à nos clients. Et vraiment d'offrir cet accès simple, rapide et fiable vers cette orbite basse pour que nos clients puissent accéder, puissent opérer leur mission et vraiment ne se concentrer que sur leur mission et les données que leur mission va générer. Et donc une mission, c'est quoi? Ça peut être faire voler une charge utile physique, assez classique.
donc un capteur optique, un capteur hyperspectral, multispectral, une antenne RF sur des besoins d'observation de la Terre, de remote sensing, de SSA en tout genre. Et nous, on va gérer la mission de bout en bout comme un service. Donc depuis l'ingénierie système, le testing, l'assemblage des charges utiles, le lancement, le commissioning du satellite, l'opération du satellite, et on va donner à nos clients les moyens d'opérer uniquement leur mission. Et ce qui est assez unique dans la proposition de valeur de Loft, vraiment unique dans l'industrie, c'est notre capacité d'accommoder sur un même satellite des charges utiles hétérogènes de plusieurs clients. Ça, c'est un modèle de rideshare qui va vraiment permettre de pouvoir venir mutualiser les capacités d'un même satellite et de ne faire payer nos clients qu'à l'usage qu'ils vont faire du satellite. C'est vraiment les modèles pay as you go qu'on va trouver très classiquement dans l'industrie du cloud. On n'utilise que la capacité qu'on consomme. On ne paye que la capacité qu'on utilise. Donc ça, c'est vraiment unique. Et on va un cran plus loin aujourd'hui, et notre approche, c'est celle de dire, au-delà de faire voler des charges utiles physiques, on va faire voler des charges utiles virtuelles à bord de notre infrastructure spatiale dont on est le propriétaire. Une charge virtuelle physique, c'est quoi? C'est du soft, c'est une application qui peut contenir de l'AI, qui peut contenir des algorithmes de machine learning, qu'on va venir déployer à bord du satellite, qui vont pouvoir utiliser nos senseurs, nos capteurs hétérogènes, et pouvoir faire du compute au plus proche de la donnée qui va être générée par les capteurs. Donc on n'est plus dépendant de la redescente des données. On peut vraiment faire de la gestion intelligence. On fait du edge computing dans l'espace. Et ça ouvre tout un pan d'applications sur évidemment les sujets d'observation de la Terre, les sujets de détection en temps réel, les sujets défense qui sont évidemment très sensibles à cette capacité de pouvoir faire de la prise de décision autonome, du monitoring de sites sensibles, notamment sur dans les conditions qu'on connaît. Et ça, c'est vraiment une innovation qu'on amène. C'est une innovation qui est assez semblable à celle du cloud, qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Donc on n'est plus sur un modèle de infrastructure as a service, donc où vraiment on va apporter le satellite pour faire voler une charge utile physique, mais on est sur un modèle de plateforme as a service. J'ai une constellation de satellites existante, j'ai une offre existante, et moi, en tant que développeur software, je vais pouvoir m'appuyer sur cette constellation, faire du cloud en orbite, faire du cloud terrestre en fonction des besoins. Et c'est cette innovation qu'on va venir apporter à l'industrie du spatial, que ce soit sur tous les cas d'usage qu'on peut envisager. Merci Emmanuel. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment intéressant d'inciter sur le fait que plutôt que d'avoir des constellations dédiées, comme on a beaucoup de projets aujourd'hui, une constellation d'hydrologie, de mesures de méthane dans l'atmosphère, de mesures de CO2, de mesures des aérosols, etc. On peut grouper tout ça sur une plateforme, donc il y a un intérêt économique évident. Il y a aussi un intérêt vis-à-vis de l'occupation de l'espace et de la création de débris. On peut y voir beaucoup d'intérêt, effectivement, sur cette mutualisation des besoins, sur la mutualisation des capacités, et puis la concomitance des données. C'est-à-dire qu'on n'a plus on est capable, au plus proche du senseur, avec des données RF, des données d'IoT, des données d'observation de la Terre, d'avoir des choses qui sont de la donnée intelligente, qu'on est capable de redescendre en temps réel et de ne redescendre que la donnée qui nous intéresse, et pas toute la donnée que nos senseurs ont pu capter. Donc ça, c'est vraiment une innovation d'usage aussi, parce que clairement, dans le cadre de France 2030, on en parle beaucoup avec les équipes, que ce soit l'UCNES, la DGE, la DGA. On amène des innovations sur lesquelles les institutions ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui à envisager ce type de constellation multi-usage. Donc il y a vraiment tout un travail de co-construction avec les différents acteurs, de réflexion autour de où est-ce qu'on se voit sur les chantiers d'IA, typiquement sur lesquels la France et l'Europe veulent se positionner comme des leaders. L'IA dans l'espace, aujourd'hui, il y a quelques actions qui sont menées. Où est-ce qu'on sera dans 5 ans? La question est où est-ce qu'on sera? On sera très loin de là où on est aujourd'hui. Et nous, Loft, on propose cette infrastructure pour être capable de déployer cette IA dans l'espace, qui nous permettra de traiter des usages dont on n'a même pas encore la moindre idée. Donc c'est aussi ça, innover, c'est voir un cran plus loin
et de ne pas forcément réfléchir aux usages qu'on a aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos satellites, c'est ce qui est très bien. Mais ok, quelle infrastructure pour que demain les gens puissent continuer d'innover et apporter tout un cas de nouveaux outils pour la lutte contre le changement climatique, notamment qui est quand même un enjeu qui nous concerne tous. Alors, je ne sais pas si Catherine a une question pour Emmanuel ou si on peut avancer. Non, non. On est très dynamique et innovant, voilà. Alors, on a tous insisté sur le fait que l'innovation n'est pas que technologique. Je pense qu'on insiste beaucoup là-dessus parce qu'elle a été technologique pendant très longtemps dans le domaine spatial. On a quand même été très marqué par le techno-push avant de considérer les besoins du client final, la prise en compte de l'innovation d'usage, etc. Mais l'innovation, elle est quand même liée à la technologie, notamment dans le domaine spatial, et à la recherche. Donc Magali, est-ce que tu peux nous donner le code de conduite de l'IRT, la façon dont l'IRT conduit l'innovation dans l'écosystème? Oui, bonjour à tous. Avant cela, je voulais juste faire un commentaire un peu général en disant que ce qui est réjouissant aujourd'hui, c'est de voir que le secteur spatial se décloisonne complètement et s'ouvre sur les autres secteurs. Et ça, c'est quelque chose dont on a souffert. Un secteur qui était vraiment fermé, on était des sachants entre nous. Aujourd'hui, on voit que toutes ces barrières sautent et que donc on commence à travailler avec les autres secteurs. Pour en revenir à ce que l'IRT Saint-Exupéry, effectivement, c'est un institut de recherche technologique, et donc le cœur de son métier, ça reste l'innovation technologique. Il y a quand même de l'innovation dans la façon dont on implémente cette recherche technologique, parce que c'est une recherche partenariale entre des acteurs privés, industriels, et des acteurs publics. Chaque activité, sous une certaine forme, c'est une activité en partenariat public-privé. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement des ajustements, je dirais, de la façon dont on peut travailler ensemble au cas par cas. La majorité des activités restent dans le domaine aéronautique. Ça a commencé avec un ratio de 80% à peu près des activités dans le domaine aéronautique, 20% dans le spatial. Aujourd'hui, on est plutôt un rééquilibrage, c'est plutôt du 60-40, mais ça reste quand même dans l'aéronautique. De telle sorte qu'on a cherché vraiment à développer autant que possible les synergies qu'on pouvait tirer entre les secteurs aéronautiques et spatial. Justement, je vais essayer de vous donner un exemple. Mais il y a d'autres aussi caractéristiques qu'on essaie de développer. C'est de la recherche, je dirais, multidisciplinaire. Pas simplement, là encore, focalisée sur un seul type de métier. Donc, pour en venir à un exemple, Emmanuel a parlé justement d'intelligence artificielle. Et nous, avec d'autres laboratoires d'ailleurs, le laboratoire ANITI à Toulouse en particulier, donc ce qu'on a fait et ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé de développer des algorithmes spécifiques justement à des systèmes embarqués critiques que ce soit des avions, que ce soit des satellites, développer des bibliothèques justement spécifiques qui permettent d'avoir des outils d'IA, mais dont on puisse dire qu'ils sont fiables, qu'ils sont explicables, qu'ils sont dignes de confiance. Et ça, on le réserve, je dirais, à la fois donc, à l'aéronautique et au spatial, mais on va même jusqu'à considérer l'automobile ou d'autres secteurs. Donc ça, c'est une spécificité qu'on essaie d'exploiter au sein de cette IRT. Une autre spécificité, c'est par exemple d'utiliser, encore une fois, les outils d'intelligence artificielle, mais pour, par exemple, améliorer la façon dont on peut détecter les défaillances et prédire les phénomènes de vieillissement, par exemple, sur des circuits imprimés d'un côté, ou pour prédire la durée de vie aussi, je ne sais pas, de matériaux composites d'un autre côté. Donc, c'est vraiment ces aspects spécifiques qu'on essaie de développer c'est notre contribution, je dirais, dans le domaine spatial. Là, aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est l'innovation, c'est quoi? C'est une idée
qu'on transforme, qu'on essaie de transformer dans un produit, un process, un service, quelque chose comme ça, mais dont on puisse être sûr effectivement que ça sera implémentable, si je peux utiliser cet horrible mot franglais. La difficulté qu'on a, c'est d'abord tout le monde est capable de proposer des innovations, que ce soit le personnel de notre institut ou que ce soit les partenaires avec lesquels on travaille. La difficulté consiste ensuite à les sélectionner. Et ça, on essaie simplement, je dirais, d'appliquer des règles qui sont simples, à savoir, il faut vérifier que les innovations qu'on propose restent dans les lignes stratégiques qu'on a définies avec nos partenaires. On doit se focaliser sur un certain nombre très limité de domaines d'excellence. Et on ne peut pas, je dirais, papillonner et essayer de voir un peu tout parce qu'on a beaucoup plus d'idées que de moyens disponibles. Donc en fait, c'est vraiment dans l'effort de sélection et de discussion et d'agrément avec nos partenaires qu'on arrive à se concentrer sur des domaines et que progressivement on consolide et on augmente notre excellence dans un certain nombre de domaines. Je reviendrai peut-être sur ces domaines plus tard. Peut-être une question dès maintenant. Est-ce qu'il y a des appels à idées qui sont organisés par l'IRT quel est le processus de candidature pour quelqu'un qui veut proposer un projet ? Bon, on a tout un processus de concertation, je dirais, de l'écosystème. Alors, industriel, privé et académique. C'est plutôt sous forme de workshop qu'on opère pour essayer de rassembler les idées. Il n'y a pas d'appel d'offres ou d'appel à idées formels. Il y en a des informels au travers essentiellement de ces workshops. Et si je peux me permettre de revenir, en fait, de faire deux autres commentaires, il y en a un sur justement ce qu'a exprimé Catherine, qui est de dire Iris Square, on aurait pu le faire il y a 5 ans. Probablement. Et donc, vraiment, je voudrais insister sur le fait que l'innovation, elle doit être innovation à temps par rapport à un environnement qui est mondial quand on parle du spatial. Donc ça, c'est vraiment le timely decision making, c'est extrêmement important. Et pour ce qui concerne le risque, c'est pareil, quand on parle de recherche partenariale, une partie de la recherche partenariale, elle consiste à partager les risques. Et donc à les réduire autant que faire se peut, en essayant d'affecter, je dirais, la réduction des risques à ceux qui savent les réduire effectivement aussi bien que possible entre les différents partenaires. Mais il y a toujours un risque résiduel. Et ça, c'est pour aller dans le sens de Johan. En fait, le risque résiduel, il faut l'accepter. Et donc, si on ne l'accepte pas, on n'arrivera pas à innover au niveau qui convient pour garder le rang, je dirais, de l'Europe dans le secteur spatial. Oui, cette notion de risque, elle est très importante et c'est vrai qu'on a beaucoup de progrès à faire en Europe sur le sujet, mais je vois que les choses changent vraiment. Du point de vue d'acheteur public, voilà, qui est mon quotidien au CNES, on prend maintenant le risque d'acheter des données de satellites qui ne sont pas encore en vol. Donc on fait confiance quand même au système et on a des achats qui sont enclenchés avant même que les satellites soient lancés. Donc la part de risque, elle doit vraiment être prise par l'ensemble des parties prenantes, y compris l'acheteur public. Iris Square a été mentionné. C'est un projet emblématique en termes d'innovation, en termes d'innovation de gouvernance. Entre l'Union européenne, l'ESA, ça nous a donné lieu à beaucoup de discussions en 2022. Projet ambitieux aussi. Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire, nous rappeler peut-être les objectifs généraux du projet et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Je sais que il y a beaucoup de discussions contractuelles en cours, mais voilà, de manière générale, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Tout d'abord, je dois vous rappeler que Toulouse, c'est le lieu de naissance de Iris. C'était en février 22 où on est venu ici avec le commissaire et le président de la République afin de faire les grandes annonces par rapport à la décision, au moins de la Commission à l'époque, d'avancer avec ce projet. Heureusement que vous me posez 2 questions pour Iris, parce que sur la première, qui consiste l'appel d'offres, pour des raisons purement juridiques, je ne peux pas avancer. On est au milieu de l'appel d'offres et je dois, malheureusement que j'ai vraiment envie de partager
mes problèmes avec vous, je dois malheureusement les garder que pour moi. Je peux néanmoins dire que les échanges qu'on a eus avec l'industrie, Space Rise, c'est le nom du consortium qu'on a en face, sont intenses et nous permettent de faire progresser significativement, tant du côté de l'industrie, afin de nous présenter des solutions adéquates, agiles, innovantes, sécurisées, qui est inclusif. Ce n'est pas vraiment un projet fait pour un consortium, c'est un projet fait pour l'ensemble, dans la mesure du possible, de l'écosystème européen. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai demandé d'être prêts, parce qu'il y a plus qu'une idée, plus qu'une campagne, c'est un objectif provenant du règlement de vous associer le plus possible. Aujourd'hui, à cet instant, on a clôturé la deuxième phase de cet appel d'offres, les dialogues, et à partir de ce soir, on démarre la troisième et dernière phase. L'objectif de la Commission et du secteur privé toujours, c'est de pouvoir signer le contrat dans le premier trimestre de l'année 2024. Très important, très ambitieux, mais il faut le faire. Ensuite, pourquoi Iris? Et pourquoi maintenant? Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler le bouleversement qui représente l'éruption des 5 dernières années dans le domaine de constellations, des méga-constellations, comme ils les appellent. On a pas mal de use cases gouvernementaux, tant civils que militaires, et je dois vraiment vous expliquer que finalement, après plus que 25 ans que je suis dans ce milieu-là, ces derniers 3 à 5 ans, il y a un changement de culture, break the silos, et parler ouvertement de l'utilisation duale entre le domaine spatial et le domaine militaire. Je me souviens, et je crois que M. Weissenberg doit être dans la salle, il y a quelques années, quand on présentait Galileo, surtout le système PRS, nous, bureaucrates de la Commission, on essayait d'utiliser une langue de bois pour éviter de prononcer le mot usage militaire, fin militaire, et tout ce qui pourrait nous amener. Là où on a osé, la première fois qu'on est sorti de notre caserne, c'était le moment où on a dit qu'on pourrait l'utiliser pour les carabinieri. On a trouvé les Italiens pour sauver face vis-à-vis d'une réalité. Et en même temps, devant notre porte, on avait les Américains qui demandaient accès au PRS. Revenons sur Iris, qui a fait un real break of silos, et on a dit dès le début que ce système doit servir à la fois le civil, mais aussi l'écosystème militaire. Et son design, le paquet de l'innovation qui vient avec, doit prendre en considération les fins civiles et les fins militaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au monde? On a dit qu'il y a des grandes constellations, mais tous se logent au sein des États-Unis, en Chine, même en Russie, bientôt peut-être à Nantes, mais en Europe, je dois dire qu'il n'y avait rien. Rien en LEO, rien en Mega Constellation en orbite basse. Bien sûr, on a une énorme capacité au niveau GEO et on a une excellente aussi capacité au niveau MEO. Mais il nous manque cette performance qui vient d'une latence remarquable, une couverture mondiale au niveau LEO et une résilience énorme que l'utilisateur, civil ou militaire, aura besoin. On a constaté, et je dois dire que c'était vraiment une pousse extrêmement importante pour nous, pour avancer
dans le dialogue politique ce programme. Les derniers événements, malheureusement, la guerre en Ukraine, mais aussi l'évacuation de Kaboul, nous ont appris et ils ont aidé nos masters politiques de comprendre que c'est un tout petit peu difficile de s'appuyer sur l'infrastructure d'un tiers, même si c'est un État tiers ou un milliardaire tiers, et surtout de devoir parfois solliciter son accord pour accéder à des ressources SATCOM critiques. Ce n'est pas les 2 dernières années qu'on travaille sur la connectivité sécurisée. On a eu le mandat depuis l'année 2013. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Et surtout avec l'appui des États membres, l'appui de la Commission et l'appui de notre commissaire Breton, c'est d'accélérer le rythme et de dire que c'est maintenant le moment. L'air, c'est l'air. On ne pouvait pas le faire en 2019, mais on ne peut pas non plus attendre 2035 pour se réunir autour d'une table et de prendre une telle décision. Le 3e volet qui rend la connectivité sécurisée et IRIS différente et qui rajoute surtout à l'autonomie stratégique de l'Union, c'est qu'elle ne se résume pas aux seuls usages gouvernementaux. On a eu l'idée de procéder dans une gouvernance qui met ensemble le public et le privé et qui donne la possibilité au privé d'avancer dans leur propre business plan, avec un public qui prend en charge la plupart de non-recurring costs, qui prend le risque dans une grande partie sur lui, qui fait le de-risking, ce sera nettement plus facile au secteur privé de s'associer et de fleurir avec nous. En faisant IRIS, on constate en 3 mots que nous aurons dans ce domaine particulier la possibilité de décider en pleine autonomie, d'agir en pleine autonomie et surtout de résister au cas où il y a des crises aussi en pleine autonomie. Il y a un triptyque qu'on a besoin et le moment est venu pour le faire. En tout cas, croisons les doigts que ce sera une réussite. Les 3 mois à venir sont extrêmement importants et délicats. Merci. Merci Catherine. On est tous avec vous dans cette période difficile. Difficile mais qui va être réussie bien sûr. Peut-être avant de passer la parole au public pour des questions, est-ce que l'un d'entre vous voudrait rajouter quelque chose? Magali, je pense, voulait compléter. En fait, j'ai été brève sur les compétences que l'on a à l'IRT Saint-Exupéry. D'abord, je voudrais dire aussi que ces instituts sont relativement jeunes, 10 ans d'âge, et leur création a été inspirée du modèle qui existe en Allemagne qui s'appelle les Fraunhofer Institutes. Il y en a 15 en France, et celui de Toulouse, donc, appelé Saint-Exupéry, est dédié à l'aéronautique et spatiale, et c'est le seul. Ensuite, donc, on est à cet institut, on a environ 400 ingénieurs ou chercheurs. Ce n'est pas qu'à Toulouse, on est répartis sur 3 sites, Toulouse, Bordeaux et Sophia Antipolis. On fonctionne aussi de façon assez originale, c'est-à-dire on ne fonctionne qu'au travers de projets. Là aussi, projet donc en partenariat public-privé. Un projet typique, ça comprend entre une dizaine d'acteurs, à la fois publics, académiques et privés, industriels. L'objectif dans ces projets, c'est vraiment de monter une technologie d'un niveau TRL 2-3 à l'origine vers un niveau 6-7 à la fin du projet. Il y a des projets qui sont encore plus ambitieux, qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui peuvent s'étendre sur plusieurs années, typiquement de 5 à 7 ans. L'expertise qu'on a, on l'a concentrée sur 4 domaines essentiels. Donc, le premier domaine, c'est les matériaux.
Et c'est là aussi où on peut rejoindre les problématiques qui ont été discutées ce matin sur la circularité des matériaux lorsqu'ils sont rares. Et puis il y a aussi toute l'utilisation des matériaux composites justement pour l'aéronautique et le spatial. Il y a aussi tout ce qui est système électrique. Et donc c'est pour ça qu'on intervient beaucoup sur l'électrification des avions, mais pas que. Il y a tout ce qui est donc au final, je dirais, l'intelligence artificielle pour les systèmes critiques, systèmes embarqués, couplé avec le développement d'outils d'ingénierie multidisciplinaires et essentiellement pour des systèmes complexes, que là encore on retrouve du côté secteur spatial ou secteur aéronautique. J'ai peut-être pas mentionné nos membres industriels principaux que sont, vous ne serez pas surpris, Airbus, Safran, Thales, Liebherr. Donc on retrouve les grands du domaine de l'aéronautique, mais aussi du spatial. Et puis du côté académique, il y a le CNES que je devrais mentionner, mais il y a aussi le CNRS et d'autres. Voilà. Peut-être Magali, un exemple de projet qui est conduit par l'IRT. Aujourd'hui, j'ai envie de citer le projet... Pardon ? Spatial, si possible. Ah, justement, j'avais... Dans le spatial, en fait, on a un projet qui rejoint un projet que j'avais pu aussi initialiser au niveau de l'Agence spatiale européenne, qui concerne les télécommunications spatiales et qui consiste à essayer de développer des technologies, je dirais, souveraines européennes pour des réseaux 5G à la fois terrestres et non terrestres. On travaille avec l'IRT BICOM, qui est celui qui est en France spécialisé sur les technologies terrestres et qui a toute une partie de développement de cœur de réseau 5G. Et notre partie spatiale consiste à essayer d'intégrer au mieux, je dirais, les technologies spatiales au sein de ces solutions qui seraient souveraines au sens indépendantes, je dirais, de sources qui seraient non européennes. Voilà. Merci Magali. Oui, est-ce que Catherine ? Je crois, oui, non, celui-là, ça marche. Plutôt une idée pour la session de l'année prochaine. On a toujours l'impression que l'espace commence et termine dans l'ensemble des projets que soit les États membres, soit le privé, soit la Commission développe. Il est temps, surtout je prends l'idée de Magali, d'arrêter pour une seconde, une minute et réfléchir sur la façon où nous pouvons protéger l'espace en vue des 58 satellites, comme Joseph a dit, qu'ils seront développés dans les années à venir. On va vers un Far West de l'espace. Et bien sûr, nous pouvons être fiers de démontrer que nous sommes capables à développer des constellations. Mais il faut être aussi fier de démontrer qu'on est capable de les protéger et en même temps de protéger les citoyens et les gouvernementaux qui se servent de leurs services. La Commission, dans sa communication il y a presque un an, considère qu'il est temps maintenant de décider par rapport aux capacités qu'il faut développer afin de faire face à tous ces risques de collision. Et je crois que l'innovation est vraiment la colonne vertébrale de ce besoin d'augmenter les capacités. Il faut travailler ensemble parce qu'il faut se mettre d'accord sur une série de normes et une loi spatiale européenne doit venir. L'objectif, c'est de la mettre sur la table de décideurs au plus tard en mars 24. Aujourd'hui, on a 11 États membres avec leur propre loi. Vous voyez alors qu'il y a une fragmentation extraordinaire en Europe et du coup, il est temps d'harmoniser
les Européens, les 27 États membres, et en faisant cette harmonisation au lieu de l'Europe, nous pouvons aller vers l'échelle internationale au niveau UN et pouvoir, en tant qu'Europe, mettre notre contribution sur la table et créer le dynamisme et la culture, plutôt que attendre d'autres de nous dicter comment nous devons faire du business dans le domaine spatial. Voilà, merci. Merci beaucoup. Catherine, de nous rappeler l'importance du Space Traffic Management, qui est effectivement clé pour le futur. Je crois qu'il y a déjà des questions dans la salle. Oui. Oui. Donc, je suis Bernard Foin, l'ancien de l'ESA, et maintenant donc, je suis CEO d'un accélérateur de compagnie. Et j'ai vraiment apprécié ce débat où vous avez apporté la partie politique, la partie industrielle, la partie technologique. Et donc maintenant, je vois qu'il y a aussi des étudiants dans la salle. Et ma question, c'est, de façon concrète, comment est-ce qu'on peut engager nos systèmes académiques pour vraiment aussi répondre, se préparer à ces défis d'innovation, ou à la fois sur le plan technique, sur le plan du business, sur la façon de manager, sur la façon aussi de s'engager dans des actions européennes ou internationales. Est-ce que vous avez un programme concret où chacun de vous peut contribuer, par exemple, à financer des étudiants pour travailler sur ces sujets, des bourses? Il y a des étudiants de l'IPSA, où je suis professeur. Est-ce qu'il y a des programmes où on peut commencer déjà à associer des jeunes professionnels pour s'engager dans ces activités? Merci. Oui, je peux commencer en donnant deux commentaires. Le premier, c'est comme je l'ai rappelé rapidement en introduction, on a l'objectif de développer le premier lanceur européen réutilisable, mais aussi le lanceur européen, un lanceur éco-responsable, en tout cas qui prend en compte beaucoup plus la problématique environnementale que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Et on est convaincu que pour pouvoir faire ça proprement, c'est-à-dire en restant éloigné de considérations de pure communication et de greenwashing, il faut commencer par comprendre quel est l'impact réel des lanceurs et des services de lancement sur l'environnement. Il y a un vrai déficit de connaissances sur ce sujet, et en particulier de l'impact d'un service de lancement lié au rejet dans la haute atmosphère. Et donc, MayaSpace a pris la décision de financer des thèses pour mieux comprendre cet impact. L'autre élément que je voulais mentionner, c'est notre stratégie en matière de ressources humaines, et une conviction très forte que j'ai, qui est qu'on crée énormément de valeur lorsqu'on construit des équipes complémentaires, en termes d'origine professionnelle, en termes de culture et de nationalité, mais aussi en termes d'âge. Et les exemples professionnels que j'ai de ma vie d'avant et que j'expérimente à nouveau chez MayaSpace, c'est la valeur qui est créée lorsqu'on permet à des personnes qui ont 20-25 ans d'expérience dans le domaine du spatial de partager cette expérience avec de jeunes ingénieurs. Alors il faut bien choisir les deux publics, il faut bien choisir les gens qui ont cette expérience, qui sont capables de la remettre en question. Il faut bien choisir aussi les jeunes diplômés qui valorisent, qui donnent de la valeur à cette expérience. Mais si on choisit très bien les deux publics, je vous garantis que le mariage des deux, ça crée des trucs extraordinaires. Je pourrais compléter, c'est l'année de skills. Alors, et comme j'expliquais dans ma première introduction, on ne peut pas avoir de l'innovation, ou on ne peut pas avoir de projet si les étudiants aujourd'hui dans la salle et dans d'autres salles et dans d'autres universités, ne sont pas informés, parce que l'information doit aller jusqu'au dernier établissement et en même temps attirer leur attention par rapport au sujet. Je répète, et je l'ai fait plusieurs fois dans mes interventions,
l'espace n'est pas réservé qu'aux ingénieurs. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ne seront pas contents, mais il y aura d'autres qui vont comprendre que l'espace, c'est aussi pour des juristes, pour des économistes, pour des politiciens. Alors, peu importe dans quelle section vous êtes, venez apprendre, rêver et contribuer. On fera et on mettra en place toujours avec l'Agence spatiale européenne une académie pour l'espace afin de pouvoir donner aux gens diplômés cette possibilité d'être plus près. On essaye de voir avec l'industrie s'il y a un moyen de faire un pont entre l'académie et l'industrie pour que le passage sera le plus sûr, sécurisé possible. Et le troisième volet, pour tous ceux qui ont vraiment de l'envie de l'espace et voir l'espace de l'autre côté, venir à Bruxelles pour faire des stages à la Commission. Les derniers doivent avoir vraiment du courage pour le faire, mais je vous invite, moi-même, il y a presque 30 ans, je commençais en tant que stagiaire à la Commission. Dans le domaine, à l'époque, c'était de l'aviation, et après je suis passée au spatial. C'était le meilleur moment de toute ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, et c'était là où j'ai compris exactement qu'est-ce que j'aimerais faire. Je ne sais pas si je l'ai fait bien ou je l'ai fait mal, mais au moins je me suis occupée pour 25 ans, et je vous demande de suivre soit cet exemple, soit un autre exemple, à condition que ce sera votre choix. Merci beaucoup Catherine. Je crois que ça conclut notre panel et je crois qu'on est à peu près dans les temps pour la suite du programme. Merci à tout le monde et merci aux intervenants.